Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Pourquoi avoir choisi un mot fort comme le Big Bang dans le titre de cet ouvrage? Parce que le projet officiellement nommé la ceinture économique de la nouvelle route de la soie et la route maritime de la soie du XXIe siècle interpelle. C'est un véritable choc. Initialement baptisé One Belt, One Road, la ceinture et la route ou simplement OBOR, depuis la réunion de mai 2017 à Pékin, le projet s'appelle Belt and Road Initiative ou BRI, que nous utiliserons fréquemment dans cet ouvrage. Il frappe et se démarque par son originalité et par sa dimension. Par sa nature et ses ambitions multiples, il constitue une véritable rupture par rapport à tout schéma de développement préalablement élaboré. Il bouleverse les anciens paradigmes et s'impose par sa nouveauté, par sa modernité et par sa créativité en traçant un cap et des objectifs sous-tendus par des moyens financiers considérables et adossés à une volonté politique se projetant dans le long terme. L'histoire contemporaine des 2 derniers siècles a plongé l'humanité dans une situation complexe provoquant inquiétude et repli. Surarmement, nationalisme, mais aussi impuissance politique et dégradation des valeurs humaines sont au rendez-vous. Aucune perspective d'avenir ne vient pour le moment l'éclairer pour un futur apaisé et un retour vers des valeurs civilisatrices. L'initiative de revisiter les anciennes routes de la soie, en créant des corridors portuaires, ferroviaires, routiers et énergétiques pour relier la Chine à l'Europe via l'Asie centrale avec une bretelle vers le Moyen-Orient et un positionnement en Afrique, vient à point pour proposer une dynamique différente. Ce projet tente d'aborder les relations complexes entre différentes civilisations par la coopération, au lieu de la confrontation. Loin de se projeter hors de ses frontières par des actions militaires, il envisage des coopérations pour un co-développement économique, politique et culturel à travers toutes les régions traversées. Mais si l'axe Asie-Europe est symbolique, les principales préoccupations chinoises concernent les premières étapes vers les voisins les plus proches. Le co-développement intéresse surtout l'Asie centrale, la zone Pacifique et l'Asie du Sud. Grâce aux techniques modernes dans les moyens de transport, les échanges et les coopérations vont augmenter en volume et en qualité. Moins cher que le transport aérien, plus rapide que les voies maritimes, les nouvelles voies terrestres constitueront une alternative de transport et auront un impact économique et culturel sur tous les pays traversés. La Chine, sous l'impulsion en 2013 de son nouveau président Xi Jinping, a été effectivement le premier pays continent à énoncer un plan global d'une telle ampleur. L'Inde et la Russie ont aussi échafaudé des schémas de développement, mais ils n'ont pas réellement abouti. L'Europe, trop engluée dans ses divisions, est hélas restée silencieuse et sans grande ambition collective. Quant aux États-Unis, tiraillés par des problèmes internes, ils marient à la fois un repli sur eux-mêmes pour protéger leurs frontières et leurs entreprises et l'application d'une politique extérieure peu créative, volontairement axée vers la défense de leurs seuls intérêts, ces derniers souvent exprimés à court terme. L'initiative n'est pas limitée à l'infrastructure physique et au commerce. Le président Xi Jinping évoque 5 facteurs de connectivité pour la définir. La communication politique, la connectivité routière, la fluidité, la circulation monétaire, et la compréhension entre les peuples, y compris les échanges et les flux de touristes et d'étudiants. Toutefois, ce plan ambitieux ne démarre pas à partir de zéro. La BRI exploite les routes de transport international existantes et s'appuie sur les grandes villes à travers les pays traversés pour y développer les infrastructures qui seront les supports pour le développement industriel et social et des zones de libre-échange. On est alors en droit de se poser la question: le projet BRI peut-il être l'amorce d'une véritable renaissance du continent eurasiatique? Quelles conséquences économiques, politiques, culturelles peuvent résulter de cette initiative, dans le contexte géostratégique de ces dernières décennies? C'est ce que nous tenterons d'expliquer tout au long de ce livre. Le projet La ceinture et la route ne fait que commencer. Il faudra sans doute observer son développement sur plusieurs décennies, pour en mesurer les conséquences. Force est de constater à nouveau que c'est là le seul projet concret porteur de coopération et d'échange entre les principales civilisations, et qui se projette sur le très long terme. L'horizon des dirigeants chinois est fixé à 2049, date du centenaire de la Chine post-impériale. Sa réussite,
au travers d'une zone couvrant 40% de la superficie mondiale, auprès de 70% de la population, dans des pays possédant 60% de la richesse et 75% des énergies connues, serait un accélérateur ô combien déterminant et porteur pour le développement de notre planète. Face à ce projet, les défis sont nombreux. Outre les difficultés prévisibles si on tient compte de tous les aléas locaux, les variations du contexte international et les intérêts parfois divergents des grandes puissances internationales sont à prendre en compte pour les quelques décennies que prendra la mise en place de ce projet d'ampleur pharaonique, encore que le terme soit à peine suffisant pour la qualifier. Livre 1, Origine et enjeux des Nouvelles routes de la soie. Chapitre 1, Historique. 1. Les anciennes routes de la soie. À lui seul le terme route de la soie suffit à faire rêver. Il évoque dans notre imaginaire la route des caravanes, les caravansérails, Marco Polo, les 1001 nuits, les contes d'Orient. Mais encore convient-il de considérer que ce grand axe, ayant permis à la fois une ouverture vers l'ouest et le contrôle de l'Asie centrale par la Chine, symbolise aussi et d'abord le commerce de la soie, dont la confection était l'apanage des Chinois de l'époque. À ce textile prestigieux et offert en abondance est venue s'ajouter la réalité trébuchante et sonore de l'or et de l'argent, des pierres précieuses, du jade, des étoffes, de lin ou de laine, des armes, de la porcelaine de Chine, du poivre et des épices pour ne citer que ces produits. Contrairement à une idée reçue, cette dénomination des routes de la soie, créée sous la dynastie Han en 221 av. JC et ayant fonctionné jusqu'au XVe siècle, est récente. On la doit en effet à Ferdinand von Richthofen, géographe allemand du XIXe siècle. Les routes de la soie, dans leur forme ancienne, étaient un réseau d'itinéraires à vocation principalement commerciale, allant de la Chine aux rives de la Méditerranée, de Chang'an, actuellement Xi'an, à la ville d'Antioche, aujourd'hui en Turquie, en passant par l'Asie centrale et l'Iran. Ce réseau était complété de routes maritimes, pour échapper aux attaques des caravanes par les brigands. Ce concept des routes de la soie a été initié par l'empereur Wudi, désireux de faire une alliance avec le royaume des Yuezhi, situé loin dans les contrées occidentales, pour endiguer un ennemi commun, en l'occurrence les nomades Xiongnu. Son ambassadeur Zhang Qian, envoyé au titre d'émissaire de l'empereur, rentra 13 ans plus tard, après avoir accumulé de nombreuses informations nouvelles pour les Han et portant sur des pays comme l'Afghanistan, l'Ouzbékistan et le Xinjiang. La route vers l'ouest venait de s'ouvrir et de multiples missions furent alors menées pour nourrir la curiosité de l'empereur Wudi, puis de ceux qui lui ont succédé. Dès les 9e et 10e siècles, ces longs transports continentaux ont progressivement laissé la place aux transports par mer de plus en plus utilisés par les Arabes, avec une accélération lors de la venue en Asie des expéditions portugaises axées sur le commerce. Progressivement, l'Empire romain puis l'Empire byzantin furent sensibilisés à la richesse que représentait la soie chinoise, et en devinrent des clients réguliers. C'est ainsi que les gouvernants chinois, pour des motifs commerciaux mais aussi politiques et sécuritaires, vont progressivement contrôler les pays et royaumes situés entre la Grande Muraille et la Perse. 2. L'Odyssée de l'amiral Zheng. Pour ce qui concerne les voies maritimes, il convient de mettre en exergue l'exemple de la Grande Armada de Zheng. Après avoir essuyé des déconvenues dans des batailles navales avec le Japon, furent organisées au début de la dynastie Ming, 1368 à 1644, de nouvelles expéditions, mais de nature pacifique. Celui que l'on a nommé l'amiral des mers de l'Ouest, disposait d'une flotte de 200 navires avec à bord 27 000 hommes, soldats, interprètes, savants, qui vogua vers Java, emprunta le détroit de Malacca pour allier Ceylan, puis rejoignit Bornéo, le golfe de Thaïlande, les côtes indiennes, longea le sud de l'Arabie, atteignit le golfe Persique et l'embouchure de la mer Rouge et alla jusqu'en Afrique du Sud. Armé avec un nombre considérable de canons, il n'utilisa jamais la force et se contenta de faire uniquement du commerce en échangeant des soieries, des produits laqués et de la céramique contre des pierres précieuses, des épices et de l'encens. Cet exemple est remarquable car il symbolise à lui seul la manière dont la Chine moderne souhaite reprendre ses nouvelles routes de la soie. Par le commerce, l'économie, la diplomatie et non par des conquêtes militaires. 3. Les routes de la soie, le commerce et le savoir. Les routes de la soie,
en plus des marchandises transportées et vendues apportant une certaine richesse matérielle aux régions traversées, ont été aussi un axe de passage pour des données plus immatérielles, comme le transfert de savoir-faire technique et de croyances. Les marchands sont devenus des messagers transmetteurs de nouvelles et ont même joué un rôle de banquiers en assurant des transferts de fonds. Parfois polyglottes comme les Sogdiens, certains d'entre eux sont même devenus des traducteurs célèbres et reconnus. Furent ainsi véhiculées des informations nouvelles émanant de civilisations non connues alors, comme celles provenant de Grèce, d'Italie, de Perse et de Syrie. Mais ces échanges pouvaient se retourner contre ceux qui les organisaient. Ainsi la fabrication de l'acier à la chinoise fut dévoilée, de même que le secret bien gardé de la confection de la soie fut transmis par une princesse chinoise promise à un souverain étranger qui lui porta dans sa coiffure des vers à soie. La sériciculture se développa alors dans d'autres pays que la Chine. Une guerre perdue en 751 à Tala contre le Kazakhstan eut des conséquences similaires. Elle donna lieu à la capture de plusieurs milliers de soldats et civils chinois, parmi lesquels des orfèvres, des artistes et des techniciens, notamment de la fabrication du papier. L'impression sur papier permit alors la réalisation de très nombreux livres, diffusant des publications littéraires et historiques, de même que des connaissances scientifiques et des doctrines religieuses, le bouddhisme, l'islam et d'une manière moindre le christianisme et le judaïsme. On peut donc dire que l'ouverture des routes de la soie a constitué une véritable révolution, assimilable pour l'époque à une certaine forme de mondialisation. Outre son effet mercantile de vente de produits multiples, elle a été le théâtre privilégié de nombreux échanges et a constitué de ce fait une voie naturelle de pénétration en Chine. Comme nous l'avons vu plus haut, ce concept nouveau de commerce international à grande échelle et très ouvert a aussi servi à permettre une forme d'intégration politique et culturelle. Ces phénomènes n'ont pas échappé à l'attention du président Xi Jinping, désireux de restaurer le lustre d'antan de la Chine, en donnant aux nouvelles routes de la soie un périmètre élargi avec une approche moderne s'inscrivant délibérément dans la nouvelle donne de la mondialisation. 4. Grandeur et décadence des routes de la soie. Profitant de l'ouverture de ces grands axes routiers puis maritimes, les différents empires chinois sous les dynasties Qing, Han, Song et Ming, bien que vivant en quasi-autarcie, ont continué à s'enrichir tout en attisant la convoitise des autres pays, et notamment des pays européens. Ces derniers dépensaient sans compter pour se procurer les biens offerts par la Chine, mais sans véritable contrepartie d'achat par l'Empire du Milieu. La Chine, dès le XVIe siècle, commerçait avec les pays européens, d'abord avec les Portugais qui fondèrent en 1550 Macao, puis avec les Espagnols aux Philippines qui créèrent Manille en 1571. À l'époque, ces pays étaient principalement motivés par un objectif missionnaire. Les Hollandais, quant à eux, s'installèrent en Indonésie et à Jakarta en 1624 et les Russes venaient en voisin. Après l'ouverture, dans un premier temps, des ports aux bateaux des étrangers, le commerce avec la Chine fut progressivement régi par des obligations très strictes et contraignantes pour les barbares venant de loin, jusqu'au moment où l'empereur décida en 1685 de fermer les frontières maritimes à l'exception du seul port de Canton. L'Empire du Milieu considéra alors qu'il n'avait pas de véritable intérêt à commercer avec les autres pays. Il partait en effet du principe qu'étant en autosuffisance, il se devait de refuser de commercer par échange de produits mais uniquement contre un paiement en argent, bien entendu sonnant et trébuchant. C'est ainsi que s'accumulèrent dans les caisses de l'Empire des sommes fabuleuses, 28 000 tonnes d'argent dans les années 1820, faisant de la Chine le premier pays du monde avec près d'un tiers des richesses planétaires existantes. À l'inverse, les pays européens se ruinèrent. C'est dans ce contexte de déséquilibre économique et financier croissant entre la Chine et principalement les pays d'Europe, que ces derniers vont s'organiser pour contre-attaquer et échapper à un déficit se creusant chaque jour un peu plus. Au cours des 2 guerres dites de l'opium, les Britanniques introduisirent massivement en Chine ce produit importé d'Inde. L'utilisation de la drogue avait atteint toutes les couches de la population chinoise. Cette situation a poussé l'ambassadeur de Chine à demander à la reine Victoria : « Comment imposer en Chine ce que vous jugez dangereux en Europe ?» Interpellation restée bien entendu sans réponse. La première guerre de l'opium, 1839 à 1842,
coûta à la Chine des indemnités à payer à la couronne britannique, de même que la cession du port de Hong Kong. La Seconde Guerre de l'opium, 1856 à 1860, à laquelle la France s'est associée notamment dans le bombardement du palais d'été de Pékin, s'est terminée par une convention comportant notamment l'octroi de concessions étrangères enclavées dans de grands ports chinois comme Shanghai ou Tianjin. La Chine impériale payait ainsi le fort prix de son isolationnisme et de son repli sur elle-même, qui l'avait également privée des dernières innovations occidentales. Affaiblie et déprimée, après une courte sortie durant 9 mois de l'époque impériale avec la République de Sun Yat-sen dit le père du peuple, elle subit de la part du Japon les outrages de l'invasion en Mandchourie en 1931 puis les terribles massacres de Nankin en 1937. S'ensuivit alors une nouvelle période agitée durant laquelle Chiang Kai-shek, militaire anticommuniste et homme fort du Kuomintang, et Mao Tse-dong, leader communiste, se disputèrent âprement le pouvoir, aboutissant à la fondation de la République populaire de la Chine le 1er octobre 1949. Entraînée du temps de Mao par de grandes ambitions, mais prise dans les errances idéologiques de la révolution culturelle, la Chine vit sa puissance économique régresser puis s'effondrer. 5. L'exemple inspirateur de la Chine en Afrique. On pourrait croire que l'Afrique, éloignée de la Chine, ne fait pas partie du vaste projet BRI. Or, déjà dans le passé, ces deux parties du monde étaient commercialement parlant connectées. Le lien historique le plus direct avec l'Afrique concerne les flottes maritimes chinoises du XIVe siècle, qui ont atteint la côte est de l'Afrique, spécifiquement une zone qui fait partie du Kenya moderne. Cela aide à expliquer pourquoi le Kenya est le hub africain désigné par la Chine pour la BRI. Avec une économie régionale et côtière relativement importante et un port actif dans l'Est africain à Mombasa, le Kenya est également bien positionné pour des raisons de géographie économique. À partir de ce hub s'organisent de nombreuses liaisons terrestres et ferroviaires. Certes, la politique africaine de la Chine n'a plus rien à voir avec celle des années 1950, où il s'agissait surtout de porter aide à plusieurs mouvements anticolonialistes, notamment en Algérie et en Angola. Elle s'est fortement dynamisée avec la grande conférence du 4 novembre 2006 réunissant quelques 47 chefs d'État et de gouvernements africains. C'est à cette époque que furent énoncées clairement les grandes lignes de la politique chinoise en Afrique. Doublée en 2009 l'aide chinoise de 2006. Accorder des prêts préférentiels et des crédits acheteurs. Créer un fonds de développement sino-africain. Ouvrir davantage le marché chinois aux pays africains avec un plus grand nombre de produits exemptés de droits de douane. Créer des zones de coopération économique et commerciale dans certains pays africains. Former un grand nombre d'Africains sur les techniques agricoles, médicales et scolaires. Les résultats ne se sont pas fait attendre avec notamment une très forte hausse des investissements chinois en Afrique. 4,5 milliards d'euros en 2006, 10 milliards en 2009 et 20 milliards en 2012, plus une ligne de 10 milliards en 2013 lors de L'. Arrivée de Xi Jinping, qui, au colloque de Johannesburg du 4 décembre 2015, a promis 60 milliards de dollars d'investissement pour les infrastructures et l'industrialisation, la formation de 200 000 techniciens africains dont 40 000 en stage en Chine et 10 000 boursiers. Dès 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique, grâce notamment à ses achats de matières premières et à ses constructions d'infrastructures. L'attraction de la Chine pour l'Afrique sur le plan économique s'explique par le fait qu'elle y trouve tout ce dont elle manque, c'est-à-dire les hydrocarbures, les matières premières et minières, les terres agricoles. Avec 8% de la superficie arable mondiale, elle doit en effet nourrir près de 20% de la population de la planète. Elle y fait travailler ses entreprises. Les sociétés de BTP y réalisent des infrastructures, ponts, routes, voies ferrées, en même temps que des constructions, logements, palais, stades. La Chine y fait également du commerce en vendant des produits à petit prix, tout en s'adaptant à des pays au pouvoir d'achat réduit. 6. Contexte et environnement géopolitique. La route maritime est aujourd'hui un enjeu vital pour la Chine. C'est par cette voie que transitent 90% des marchandises importées ou exportées. C'est surtout la principale voie pour l'approvisionnement en énergie de la Chine, en provenance du Moyen-Orient. La moindre interruption du trafic des pétroliers et des méthaniers
conduirait à une asphyxie de l'économie chinoise. Celle-ci étant encore largement tributaire de l'exportation, sa survie dépend fortement de la libre circulation sur les mers qui l'entourent. La mer de Chine à l'est donne accès aux États-Unis et à tout le continent américain, au Japon et à la Corée du Sud. La mer de Chine du Sud-Est une voie hautement stratégique vers les pays asiatiques de l'ASEAN, vers le Pacifique, en particulier l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et elle ouvre la voie vers l'Asie du Sud, dont le sous-continent indien vers l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Malgré les différends territoriaux avec les riverains des mers de Chine, Pékin a maintenu des relations politiques stables. En effet, le développement économique régional est largement tributaire de la locomotive chinoise. Les riverains des mers de Chine ont tous une économie très intégrée à celle de la Chine. Aussi la nécessité d'un co-développement dans un environnement pacifique y est très fortement ressentie. La vulnérabilité de la Chine est liée à un potentiel blocage des voies maritimes dans un éventuel conflit. L'encerclement de la Chine par les bases militaires et la puissance maritime des États-Unis, depuis la Corée du Sud jusqu'en Australie, est sans doute un souci majeur pour Pékin. Des efforts considérables sont consentis pour garantir la libre circulation dans les couloirs maritimes, afin de ne pas se trouver asphyxié dans un conflit potentiel. Chapitre 2 Objectifs 1. Revisiter les mythiques routes de la soie. Le projet global des nouvelles routes de la soie, reliant l'Asie, avec comme épicentre la Chine, à l'Asie centrale, au Moyen-Orient, à l'Afrique et à l'Europe, apparaît comme la résurgence moderne d'un faisceau de voies terrestres et maritimes annonçant une véritable renaissance du continent eurasiatique. Nul doute que son concepteur et créateur, le président Xi Jinping, a pour ambition de s'inspirer de l'exemple symbolique des anciennes routes de la soie ayant permis de propager une richesse économique tout au long de ces axes, et de les utiliser comme un vecteur d'échange culturel, politique et diplomatique. En raison de sa capacité à dérouler une stratégie sur plusieurs décennies, voire un siècle, la vision de l'avenir en Chine prend une autre dimension. Ainsi l'objet de la BRI n'est pas seulement de résoudre des problèmes ponctuels, mais d'englober la totalité des problèmes en laissant au temps et à l'histoire le soin de faire le tri de ce qu'il est possible de réaliser. Le but est d'une pierre, atteindre plusieurs objectifs. Le projet des nouvelles routes de la soie, tel que présenté par les plus hautes autorités chinoises, recouvre un très large périmètre, bien délimité et assorti d'objectifs généraux clairs et bien structurés. Certains craignent qu'en dehors de cette armature globale, subsistent de nombreuses incertitudes et ambiguïtés, constituant autant de freins à son développement. Notre avis est que ces doutes doivent se dissiper devant le pragmatisme volontaire de ce vaste plan. C'est précisément face aux nombreux obstacles qui ne manqueront pas de se présenter que le projet devra constamment s'adapter afin de résoudre chaque problème, cas par cas et sans idée préconçue. C'est cette recherche pragmatique d'adaptation à tout moment, qui devrait au contraire permettre le succès de la BRI. Se définir en marchant permet aussi d'éviter de provoquer des déceptions. 2. Un projet visionnaire. Le projet BRI s'articule sur plusieurs niveaux d'objectifs. Le premier est naturellement géostratégique, mais il est amusant de constater que les autorités chinoises se gardent bien de le qualifier ainsi, et préfèrent employer le terme initiative. Et pourtant, ce grand plan BRI s'inscrit dans une politique globale. Assurer la stabilité interne du pays, organiser et promouvoir son développement à l'international, et enfin réaliser le rêve de renaissance de la Chine sur la scène internationale. La BRI se positionne ainsi à l'opposé des anciennes notions de guerre froide, misant sur l'harmonie pour contribuer à l'instauration d'un nouvel ordre international basé sur des concepts de non-ingérence et d'évolution pacifique. Dans la situation actuelle, le continent eurasiatique ne dispose pas de moyens de communication suffisants, ce qui empêche l'intégration de tous les acteurs potentiels dans un dispositif global. C'est pourquoi la notion de connectivité est au centre du projet, dans les domaines du transport de marchandises et de la circulation des informations et des hommes entre les deux extrémités du continent. La réalisation technique passe par la création d'infrastructures, routes, voies ferrées, ports, pipelines, connexions informatiques, et les moyens financiers et humains pour les réaliser.
Relier l'Asie à l'Europe n'était pas possible à l'époque des anciennes routes de la soie. Les distances et le temps nécessaires pour les parcourir en étaient les limites. En revanche, grâce aux capacités technologiques modernes, les distances s'effacent et les rêves d'antan sont aujourd'hui réalisables. 3. Un projet global pour des objectifs multiples. L'élaboration par la Chine du projet des nouvelles routes de la soie ou BRI permet de répondre simultanément et globalement à plusieurs défis. Relancer l'économie. La crise économique est mondiale et la Chine n'y échappe pas. Elle en a cependant moins souffert que les grandes économies mondiales. En revanche, si rien n'est fait pour en modifier l'évolution, il est probable que la crise mondiale ne fera que s'accentuer, y compris pour la Chine. Pour relancer l'économie chinoise, Pékin tente depuis plusieurs années de développer la consommation intérieure. Constatant en effet que ses principaux clients à l'étranger, Europe, États-Unis et Japon, se sont appauvris du fait de la crise des années 2008 à 2009, la Chine est entrée dans une période de transition avec l'observation que le développement rapide d'une classe moyenne, de l'ordre de 350 à 450 millions de personnes selon la définition que l'on en fait, constitue une vraie richesse potentielle pour le pays. Les demandes de cette nouvelle strate de population sont importantes et variées. N'oublions pas par exemple que la Chine est le premier fabricant et consommateur de voitures et de smartphones dans le monde. Par ailleurs, l'épargne de précaution de la population pour compléter ses retraites et couvrir ses besoins de santé, seuls 9% du PIB sont alloués aux dépenses sociales publiques contre 22% dans les pays de l'OCDE, pourrait constituer un accélérateur dans la mesure où elle serait drainée dans le système économique. La Chine est donc confrontée à la conversion de son système, avec une économie moins dépendante de son commerce extérieur et reposant à la fois sur la consommation intérieure et sur le secteur des services. L'arrivée d'un nouveau président en 2013 a changé la donne. Face à une productivité en baisse constante, Xi Jinping veut en effet faire place à une croissance qualitative qui laisse s'exprimer les forces du marché et le libre choix du consommateur. Tout ceci s'annonce salutaire pour la Chine, mais ce processus est bien entendu progressif et ne peut donner des résultats qu'à terme, même s'il est manifestement en bonne voie. Relancer l'exportation est difficile en raison d'une conjoncture internationale peu favorable. Ceci conduit à une surproduction industrielle qui handicape les entreprises chinoises. La révolution technologique en Chine est en train de modifier la situation, en tablant sur l'innovation et la haute technologie. Après une marche forcée dans la recherche scientifique et technologique, la Chine possède 80 parcs technologiques qui attirent les grandes entreprises nationales et internationales. Elle dépose depuis 2015 plus d'1 million de brevets par an, et ce nombre continue de croître. En revanche, la qualité des innovations, pourtant en progrès, demande à être améliorée. C'est dans ce contexte qu'a été élaboré le projet Made in China 2025. La Chine usine du monde laisse place au Conceived in China en développant les hautes technologies, la robotique, l'ingénierie spatiale, l'architecture navale, les techniques d'exploration des océans, les transports de nouvelle génération, les véhicules à énergie nouvelle, l'électronique, les équipements pour l'agriculture, les nouveaux matériaux, la pharmacie. La grandeur économique de la Chine de demain reposera sur l'émergence de Silicon Valley à la chinoise, avec des incubateurs d'entreprises, des structures d'accompagnement pour les PME innovantes et l'apparition de nombreuses start-up. C'est ainsi que depuis peu, une politique de robotisation industrielle à grande échelle est en cours. Cette nouvelle dimension de l'industrie chinoise permet de diminuer les coûts de production. Elle va également pallier le déficit en nombre de travailleurs disponibles, en raison de l'évolution de la démographie chinoise. La politique de l'enfant unique, longtemps appliquée et modifiée seulement depuis peu, sera ainsi compensée par une robotisation à grande échelle de l'appareil de production. Parallèlement, les universités chinoises forment environ 5 millions d'élèves qui alimenteront les nouveaux besoins des entreprises chinoises. Il est incontestable que la première motivation affichée sur le court terme est résolument économique. Les paramètres parlent d'eux-mêmes. La croissance mondiale s'est affaiblie du fait de la crise et la Chine en subit le ralentissement juste au moment où elle change son propre système économique pour passer de l'exportation à un développement de sa consommation intérieure. Elle doit donc trouver de nouveaux modèles pour assurer son développement.
Comme l'a dit le Premier ministre 51 Kejiang, aujourd'hui aucune nation ne peut réussir seule. Il convient donc de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.